En quoi consiste ce dispositif sorcellaire et comment est-ce que j'ai pu l'étudier? Donc, je vous disais tout à l'heure que les deux adresses que j'avais au départ étaient, avant de commencer mon travail de terrain, étaient l'adresse d'un coupeur de feu et d'une désenvoûteuse, enfin d'une personne qu'on m'avait présentée comme une spécialiste du désenvoûtement. J'ai mis beaucoup de temps avant de rencontrer cette deuxième personne, qui en fait constitue l'une des dames auprès desquelles j'ai fait un long travail de terrain. Mais en fait, avant de rencontrer cette dame dont je parlerai que j'appellerai Marie Delange, en fait, et qui est je dirais, son terme de scène. C'est avec ce nom-là, en fait, qu'elle intervient dans le monde, je dirais, de la magie contemporaine. Avant de rencontrer Marie Delange, j'ai eu l'occasion de rencontrer une autre spécialiste en désenvoûtement que j'appellerai Marie-Christine. Marie-Christine, qui était la thérapeute que fréquentait l'un des guérisseurs, le géobélogue en l'occurrence, avec lequel je travaillais quasiment au jour le jour sur le terrain. Un jour, il me dit, il me parla de cette dame, en fait, il me parla d'abord d'une médium, une médium qu'il allait voir assez régulièrement pour l'aider à régler les problèmes qu'il avait avec son épouse. Comme vous allez le voir, le monde de la sorcellerie, c'est un monde qui est on est clairement dans le monde des relations conjugales, en fait. Toutes les affaires de sorcellerie sont des affaires, en fait, de relations conjugales qui posent problème. Et donc, Paul Lemaître, en fait, c'est comme ça que j'en parle dans mon bouquin, Paul Lemaître me dit un jour que régulièrement, il allait voir une dame qu'il pensait être une médium, et qu'il aidait, par des moyens magiques, de solutionner les problèmes qu'il rencontrait avec son épouse. Alors, après toute une série de tractations, Marie-Christine, la médium en question, accepte de me rencontrer. Et assez curieusement, enfin dans des circonstances dont je ne parle pas ici, assez curieusement m'autorise à assister à des consultations de désenvoûtement le lendemain de notre première rencontre. Alors, plusieurs rencontres, enfin, elle va m'autoriser à assister à plusieurs consultations, ensuite elle ne va plus m'y autoriser, et plus tard je pourrai à nouveau travailler avec elle pour des conditions que je vous expliciterai tout à l'heure si vous voulez. Mais lors de ces consultations, Marie-Christine non seulement m'autorise à être présent, mais à condition que je l'aide. C'est-à-dire que je lui tends de temps en temps les instruments rituels dont elle a besoin tout au long de ses désenvoûtements. Pendant ce temps-là, je fais tourner mon magnétophone et j'enregistre toutes les séances, que j'essaye de retranscrire par après chez moi, puisque ces séances sont d'une telle complexité qu'il est impossible de prendre note. Il est impossible de me souvenir, en sortant même de chez Marie-Christine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est dit. Ces séances durent parfois 3 heures, elles sont extrêmement complexes, et donc je laisse tourner mon magnétophone. Et donc, à partir de l'observation de dizaines de désenvoûtements, j'ai tenté de comprendre qu'est-ce que Marie-Christine fait. Comment est-ce qu'elle organise son dispositif thérapeutique qui s'organise autour de séances très particulières que je vais vous présenter dès à présent. Tout le dispositif, en fait, donc c'est une introduction intéressante, importante, tout le dispositif vise, je pense en tous les cas, à libérer les consultants qui viennent voir Marie-Christine de leurs liens de parenté, qui sont des liens de parenté problématiques, pathogènes. Et donc ce que vise Marie-Christine à travers ce dispositif, elle vise à aider ces consultants, qui sont essentiellement des femmes, à reconstruire une nouvelle vie. À reconstruire une nouvelle vie affective, à rompre avec leur ancienne vie et à reconstruire une nouvelle vie, sur des bases nouvelles évidemment. Base nouvelle qu'elle-même va distiller et va suggérer aux personnes qui la rencontrent. Tout le dispositif vise à réorganiser les relations sociales des consultants, et en particulier ces relations de parenté par alliance. C'est les relations de parenté par alliance qui vont être complètement remodelées par le dispositif sorcellaire. Relations de parenté par alliance qui sont inévitablement identifiées comme une source de problème. Inévitablement. C'est systématiquement de la même manière que Marie-Christine identifie la personne qui pourrait être à l'origine du mal sorcellaire qui affecte ses consultantes. Alors, qui sont les personnes qui consultent Marie-Christine? Ce sont généralement des personnes qui sont empêtrées dans des situations relationnelles problématiques, qui se répercutent sur tous les aspects de leur vie familiale, économique, sexuelle et corporelle. C'est par exemple le cas d'Isabelle, qui est en fait enseignante, une femme d'une quarantaine d'années, divorcée depuis plusieurs années, mais empêtrée dans une série de procédures judiciaires à l'encontre de son mari parce qu'elle veut obtenir la garde exclusive de ses enfants. Avant de consulter Marie-Christine, Isabelle a déjà été voir une kyrielle de thérapeutes de l'invisible. Tout ça pour vous dire que l'itinéraire des personnes qui passent à un moment donné chez une désenvoûteuse, c'est un itinéraire assez complexe. Avant d'entrer, je dirais, dans l'occultum de Marie-Christine,
Isabelle est allée voir 3 guérisseurs, 3 extralucides, voyants, astrologues, un marabout d'origine nord-africaine à Bruxelles, un prêtre guérisseur et un prêtre exorciste, entre guillemets, officiel, c'est-à-dire de l'Église catholique et officiellement étiqueté exorciste, ce qui n'est pas le cas de tous les prêtres qui exercent comme exorcistes. Le père Samuel, que vous devez tous connaître, fait partie de ces catégories-là, hein, de prêtres exorcistes, mais parallèles, quoi, donc conventionnels, non officiellement reconnus par l'Église catholique. Par l'Église romaine en tous les cas, puisque d'ailleurs son rituel est aussi une combinaison d'éléments empruntés à des cultures relativement différentes, à des traditions religieuses différentes. Le dispositif sorcellaire de Marie-Christine donc, est extrêmement complexe et il s'étale sur plusieurs mois. En fait, je dirais qu'il s'étale sur plusieurs mois systématiquement, parce que cette thérapie ne peut pas, en fait, elle s'articule autour de séances qui ont une fonction très particulière. Je vais vous synthétiser ici le dispositif sorcellaire, dont, je dirais, l'exposition complète mériterait plusieurs heures, tellement les rituels que pratique Marie-Christine sont complexes, mais tout ce qu'elle fait est important. Tout ce qu'elle fait joue un élément dans l'ensemble du dispositif. Alors, toutes les séances se déroulent donc dans ce qu'elle appelle son occultum, c'est-à-dire une pièce spéciale réservée à l'exercice de la pratique sorcellaire. C'est une petite pièce de 3 mètres sur 4. Alors, lorsque j'assiste, on est 3 dans une pièce de 3 mètres sur 4. Une pièce qui est bardée d'objets magiques. Elle est entourée d'un épais rideau de velours, de couleur lit de vin, meublé de plusieurs petites tables, d'une étagère sous laquelle se côtoient, on pourrait dire, s'empile un fatras invraisemblable d'objets à connotation magique. Des images pieuses, des cristaux de quartz, autres objets comme des boules de cristal, des encensoirs, des statuettes africaines, etc. Ce qu'on appelle des dagides, hein, donc des poupées qui sont identifiées, hein, qu'on assimile à une personne et qui sont percées de 1000 épingles et qui constituent l'un des outils favoris des désenvoûteuses, mais aussi des sorciers. Donc clairement, on voit ici qu'on est dans le monde de la sorcellerie et pas dans le monde du magnétisme ou du guérissage ordinaire, on pourrait dire. Alors la première consultation, elle joue un rôle important, puisque c'est au cours de celle-ci qu'on va dire tout se dit. Tout se dit, mais aussi on pourrait dire tout se joue. Alors, c'est au cours de cette première consultation que ces consultants vont bien entendu exposer à Marie-Christine les raisons pour lesquelles ils sont venus la voir. À aucun moment donné, ces consultants vont dire « mais je ne vous dis rien, essayez vous-même de deviner pourquoi je viens vous voir », comme le font un peu les voyants en fait. Hein. Ne me dites rien, je vais tout deviner. Marie-Christine, clairement, pose à ses consultantes les raisons pour lesquelles elles sont venues la voir. Et donc, éventuellement, elle demande à leurs consultantes, lors de cette première séance, d'expliciter clairement leurs demandes. Ici, c'est un élément important, parce qu'elle leur demande clairement d'exprimer pourquoi elles sont venues la voir, pour autant que leurs demandes soient exprimables. Parce qu'en général, leurs intentions réelles ne sont pas moralement exprimables, parce que ce qu'elles veulent, c'est la mort de leur ex-mari, généralement. Mais elles ont du mal à l'affirmer lors de la première séance. Ce que Marie-Christine les aide néanmoins à exprimer durant la première séance, mais très peu d'entre elles le disent clairement, puisque ce n'est pas moralement à voir dans une société comme la nôtre. Alors il s'agit là d'un premier mécanisme de la cure qui est important, évidemment, c'est-à-dire permettre à la consultante d'exprimer des pensées immorales, d'exprimer ses intentions. Qu'est-ce que vous voulez en venant me voir? Vous savez très bien que je ne suis pas une guérisseuse, mais que je suis quelqu'un qui a des pouvoirs. Certaines diront... Je voudrais que la plupart disent, moi je veux que ça finisse, mais évidemment, que ça finisse, ça veut dire que l'ex-mari meurt, en fait, dans la plupart des cas. Mais elles ne le diront jamais clairement. C'est aussi durant cette séance que Marie-Christine va proposer sa propre interprétation de la situation. Elle va interpréter tout ce que lui disent ces personnes. Et évidemment, elle ne va jamais remettre en question ce qu'elles disent, mais elle va réinterpréter. Et donc, elle va toujours confirmer également les soupçons des personnes qui viennent la voir, les soupçons que ce qui leur arrive n'est pas tout à fait naturel, et que peut-être que leur ex-mari a demandé à quelqu'un de travailler sur elle, hein, c'est-à-dire de faire appel à un mercenaire du magique, un mercenaire sorcellaire, à un sorcier. Cette personne n'est pas présente dans les personnes que j'ai rencontrées. On peut imaginer qu'il s'agit d'une personne qui n'existe pas, en fait, mais il est important mais qui fait partie néanmoins du dispositif sorcellaire, de la même manière que la sorcière. Il n'y a personne à aucun moment donné qui va accepter d'être considéré comme une sorcière et de dire « moi je suis sorcière, vous avez raison ». Personne.
Mais il est important que Marie-Christine puisse identifier quelqu'un comme étant plus ou moins la sorcière de sa consultante, comme il est important aussi d'identifier quelqu'un qui aurait pu aider son ex-mari, qui fait partie du commun des mortels et qui n'a pas les pouvoirs sorciers, d'avoir fait appel à quelqu'un qui a des pouvoirs. Et donc toute la thérapie va se jouer dans un incessant va-et-vient de pouvoir entre des positions qui ne sont occupées par personne concrètement, évidemment, mais qui ont une influence sur la manière dont la personne va se représenter ce qui lui arrive. Et donc va progressivement abandonner la place de « je suis victime, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est clair que mon mari a fait appel à quelqu'un, mais que pouvez-vous faire ?» en quelqu'un qui va se transformer en quelques séances et qui va dire « on va lui en faire baver à ce salaud, il va voir qu'on... » En fait, c'est en ça que le dispositif sorcellaire est efficace, c'est qu'il transforme véritablement les gens. À nouveau, on voit qu'on n'est absolument pas dans le monde de la médecine, hein, on est dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant, de beaucoup plus, enfin en tous les cas différent. Alors, comment se passe la deuxième consultation ? La deuxième consultation, en fait, évidemment, il y a toujours une deuxième consultation. Parce que toutes les personnes qui viennent voir Marie-Christine se disent « j'ai frappé à la bonne porte ». Et donc il y a toujours une deuxième consultation. Alors la deuxième consultation, elle prend une tournure un peu différente. En fait, elle ressemble à une séance de cartomancie. Alors, c'est surtout les cartes, en fait, que va utiliser Anne-Marie-Christine, qui va amener ses patients à exprimer leurs désirs et à déployer, en fait, qui va aider aussi à Marie-Christine à déployer ce qu'on pourrait appeler son dispositif interprétatif des événements. Puisqu'elle va, comme je le disais tout à l'heure, systématiquement réinterpréter ce qui arrive aux personnes. Et donc, elle va circonscrire l'événement, elle va circonscrire ce qui arrive à ces personnes dans un cadre symbolique, mais dont elle va elle-même donner les symboles à travers les mots qu'elle va utiliser durant toute la séance. Alors, voilà comment ça se passe. À peine la consultante installée, Marie-Christine s'installe à sa petite table, hein, où trône une série d'objets magiques, et alors elle bat les cartes. Elle met sa cliente à l'aise en lui demandant, pour cette fois, de ne penser qu'à elle. C'est une parole évidemment importante, puisque ce sont des personnes qui n'arrivent pas en quelque sorte à abandonner la position à atténuer la culpabilité qu'elles ressentent en venant chez Anne-Marie. Pour une fois, pensez à vous. Et donc elle demande à la consultante de couper le jeu, et donc de couper, de séparer les cartes, et de tirer successivement une série de cartes qu'elle dépose sur le petit bureau en noyer de Marie-Christine. Marie-Christine qui les retourne et qui les commente de suite. Chaque carte est aussitôt commentée par Marie-Christine, et chaque carte suscite une série de questions qui ont pour but d'amener quelque part tous les éléments du puzzle pour que Marie-Christine puisse se faire une idée claire de ce qui arrive à la personne. Donc, je cite ici un extrait d'une consultation. Donc Marie-Christine, il y a quelque temps, c'est-à-dire de 6 mois à 2 ans, il y a eu une rupture. Est-ce correct ? Il y a toujours une rupture, évidemment. Est-ce correct ? Isabelle répond « Je suis récemment divorcée, et chaque fois les procédures tournent mal, alors que j'ai un dossier béton, et ça je ne peux plus le supporter. » Marie-Christine, vous êtes perturbée au niveau de votre subconscient. Vous avez déjà fait beaucoup d'efforts pour vous en sortir, mais il y a quelque chose qui est bloqué. On dirait qu'il y a un barrage. C'est comme ça que vous le ressentez ? Oui, je suis dans une situation difficile avec mes 2 enfants. Mon ex-mari me fait une véritable misère. Mon ex-mari, hein, il apparaît dès la première séance. Votre ex-mari, il est comment, de nature ? Isabelle, il est Gémeaux. Il est alcoolique, je crois qu'il n'a jamais aimé personne. Il avait une maîtresse, etc. Et donc, par ce jeu d'hypothèses-questions, Marie-Christine, en fait, découvre progressivement l'état des relations entre sa consultante, Isabelle, et la vision qu'elle en a, la vision qu'elle a de sa situation. Puisqu'évidemment, elle a une vision où elle est victime, elle se sent coupable, etc. Et c'est ça qu'elle va changer, en fait. Elle va progressivement donner à Isabelle une version différente, la sienne, en fait, des événements. Donc un sentiment d'injustice est interprété par Marie-Christine comme le signe d'une perturbation du subconscient. On l'a vu dans les propos. Et donc toute cette procédure d'interprétation, en fait, vise à faire adhérer progressivement Isabelle à sa propre vision des choses. À faire adhérer la consultante à sa propre vision des choses, c'est-à-dire à l'amener progressivement à exprimer ses soupçons, mais ses soupçons les plus inavouables. C'est-à-dire tout ceci se fait sans que ne soient prononcés les mots de sorcellerie, de sorcier ou de mort, mais les termes qu'utilisent Marie-Christine et Isabelle ne laissent aucun doute là-dessus. Et donc, progressivement, dans ce jeu-là, apparaît la fameuse figure, mais elle apparaît dans le discours de Marie-Christine, la figure féminine négative, qui est en fait la belle-mère, et qui joue un rôle évidemment important dans le dispositif sorcellaire, que Jeanne Favre-Sada, qui est l'auteur dont je me réfère souvent, identifie comme l'embrayeur de la violence. C'est la figure de la belle-mère qui va progressivement, et en fait en canalisant toute
toute la rancœur, toute la haine d'Isabelle à l'égard de son ex-belle-mère. C'est ce personnage-là, hein, excusez-moi du terme, de cette salope, comme en parle Marie-Christine, qui va progressivement permettre de susciter chez Isabelle une certaine violence que Marie-Christine va tenter de canaliser. Au détour d'une question, Marie-Christine dit voir que tous ces malheurs, que tous les malheurs d'Isabelle sont causés par une femme, mais pas n'importe quelle femme. Les cartes, je cite Marie-Christine, les cartes ne veulent pas dire nécessairement une femme en chair et en os. C'est une manière pour elle de ne pas clairement identifier sa belle-mère. Pas forcément une femme en chair et en os. Marie-Christine en vient alors à exposer sa propre conception du malheur sorcier, conception qui semble évidemment inspirée en droite ligne, je dirais, de la littérature science-fiction, centrée autour de la notion d'emprise. Alors ça, c'est propre au vocabulaire d'Anne-Marie. Les autres des envoûteuses ont d'autres, je dirais, mots-clés, je dirais, innovation langagière, en fait. Marie-Christine parle d'emprise. Systématiquement, elle parle d'emprise, qui est un dispositif surnaturel qu'elle a inventé, ou en tous les cas qu'elle a dû trouver quelque part, mais qui est propre à son dispositif. Alors elle dit à sa patiente, mais en s'adressant aussi à moi, puisque je suis à côté d'Isabelle à ce moment-là, vous savez, j'ai fait des tas de découvertes. Ça fait 15 ans que Marie-Christine travaille dans ce domaine-là, dans le domaine occulte. Il faut savoir que certaines personnes ont autour d'elles un champ électromagnétique négatif, qui est naturellement parfaitement invisible, d'où le titre de mon bouquin, Les soins par l'invisible. Ce champ est une entité, mais pas une entité qui vit dans l'astral, c'est-à-dire l'entité dont j'ai parlé tout à l'heure, pas une entité désincarnée, c'est une entité qui vient de la 5e dimension, et ça chasse, ça a besoin de venir manger des choses chez nous, ça émet des ondes, et ça vous entraîne dans un 8 qui s'appelle une emprise. Le 8, en fait, c'est la forme symbolique des relations entre Isabelle et sa belle famille, hein, c'est-à-dire un 8 qui encercle 2 positions, celle de l'ensorcelé et celle des ensorceleurs. Une fois que vous êtes dans ce mécanisme, toutes vos énergies positives passent à l'emprise. Mais en plus, le négatif de ces êtres vous touche, mais vous touche au plus profond de vous-même. Enfin, on va vérifier. Évidemment, tout ce qu'elle dit, elle l'atteste avec des instruments qu'elle utilise, le pendule, l'antenne de l'échelle, divers instruments de la magie contemporaine. On pourrait dire que forte de cette découverte, entre guillemets, de Marie-Christine, qui semble résulter d'un bricolage invraisemblable d'idées ésotériques, mais qui ont leur sens dans son dispositif thérapeutique, exprime une conception contemporaine de la sorcellerie, qui apparaît petit à petit, je dirais, dans le discours de Marie-Christine et dans les échanges qu'elle a avec Isabelle. Petit à petit, des éléments du discours magique apparaissent. Éléments qui vont constituer son dispositif thérapeutique. Marie-Christine, au détour d'une carte, dit à Isabelle, la vraie raison de votre situation, c'est une perte, c'est un vol au niveau énergétique. Il y a des êtres très forts en magie qui savent créer ce genre de truc. En fait, progressivement, elle dresse un portrait, qui est son portrait, de la personne, du mercenaire magique auquel aurait éventuellement fait appel l'ex-mari ou l'ex-belle-mère, en fait. Le vol d'énergie, ce vol d'énergie est inévitablement attribué à une personne de l'entourage direct du consultant, que Marie-Christine décrit de la manière suivante. Vous savez, ce ne sont pas des gens comme nous. Et donc elle marque une rupture entre eux, les sorciers, ces salauds, et nous, des gens bien, qui voulons tout simplement nous en sortir. Ce ne sont pas des gens comme nous, ce sont des gens durs, égoïstes, ou alors des gens qui sont tout le temps malades, des handicapés mentaux par exemple. Il reste alors à trouver évidemment à Isabelle, à trouver qui correspond au profil que dresse Marie-Christine au cours de la séance, et qui pourrait être identifié comme l'origine potentielle de ces malheurs, mais il n'y a jamais une seule source, ce qui permet à Marie-Christine de canaliser le mal dans le sens où il y a toujours un doute. Alors que probablement l'une des envoûteuses ou voyantes qu'a consulté Léon lors du procès lui a clairement dit « mais c'est votre tante », enfin on peut l'imaginer. Marie-Christine, comme Marie Delange avec qui j'ai travaillé, ne désigne jamais explicitement une personne. Ça peut toujours être une personne, mais on retrouve toujours ces figures symboliques de la belle-mère, de l'ex-mari et d'un éventuel mercenaire magique. Alors, l'existence de cette personne, qui est à l'origine des problèmes d'Isabelle, se fait dans les termes suivants. Voilà, magie, trahison complète. Donc c'est ce que dit, entre guillemets, à Marie-Christine, l'une des cartes tirées par Isabelle. Voilà, magie, trahison complète venant de lui. De lui avec sa mère, bien évidemment. Donc il est temps d'intervenir. La deuxième séance se clôture en disant on va intervenir, mais on ne peut pas intervenir maintenant, parce qu'une séance d'intervention est une séance qui dure très longtemps et qui suppose un rituel extrêmement complexe. J'en arrive donc à cette troisième séance. Cette troisième séance, c'est au cours de cette séance que Marie-Christine va, par
procédé magique, par rituel magique, véritablement opérer une rupture entre Isabelle, enfin, et toutes les femmes qui la consultent, et l'ex-famille, enfin, la famille par alliance, en quelque sorte. Alors, comment ça se passe, cette troisième séance, mais qui va se répéter à l'identique pendant les séances suivantes? Marie-Christine installe confortablement Isabelle dans un siège relativement confortable, et elle dépose en ses mains un gros cristal de quartz, en fait. Cristal de quartz qui est supposé emmagasiner l'énergie négative. Le cristal de quartz fait partie de ces pierres magiques qu'utilisent beaucoup de guérisseurs, parce que le quartz est supposé capter l'énergie négative. Alors elle installe Anne-Marie-Christine avec un gros cristal de quartz entre ses mains, et elle commence à exécuter un rituel, mais qui va durer plus d'1 heure, et qui consiste en une longue mise en scène, quelque peu théâtrale, comprenant des paroles et des gestes d'exorcisme, qui clairement montrent, suggèrent à Isabelle qu'elle coupe tous les liens, réels ou non, entre elle et sa belle famille, en utilisant par exemple un sabre, en utilisant des dessins, ou clairement on voit qu'elle trace un trait au crayon entre elle et... Elle coupe le 8 en deux, en quelque sorte. Elle dessine l'emprise, dont j'ai parlé tout à l'heure, et elle coupe l'emprise en deux, en disant voilà ce qu'on va faire. Et, le rituel en soi, en fait, est extrêmement complexe, donc je vous épargne de sa description. Et donc, tout ce qu'elle fait est clairement supposé, entre guillemets, couper tous les liens, réels ou non, entre sa consultante et l'ex-famille, pour la protéger définitivement de son influence. Parce que contrairement à ce que faisaient les désenvoûteuses étudiées par d'autres ethnologues, il ne s'agit plus vraiment de renvoyer le mal, c'est-à-dire on utilise le mal, mais ce qu'on fait surtout, c'est on protège la personne. Alors là, c'est une particularité de la sorcellerie wallonne que j'ai pu observer, parce que dans toutes les autres formes de sorcellerie, on renvoie le mal. On renvoie le mal d'où il vient. Là, Anne-Marie, elle a des doutes sur l'utilisation de cette pratique, parce qu'elle pense qu'il est plus efficace d'utiliser ce mal à bon escient et de le transformer. Elle transforme l'énergie négative qui vient, je dirais, de ses ennemis, des ennemis d'Isabelle, en énergie positive. Et c'est cette énergie-là, en tous les cas c'est ce qu'elle dit, qu'elle va utiliser pour blinder Isabelle contre ces salauds. Alors, le dispositif comprend aussi l'exécution d'actions que le consultant doit répéter à domicile, comme réciter tous les jours la fameuse prière de Charlemagne. On voit bien que tout le dispositif de désenvoûtement, en fait, que met en œuvre Marie-Christine, est très complexe, mais en fait correspond aux dispositifs de désenvoûtement, assez curieusement, qui ont été étudiés par d'autres ethnologues dans d'autres parties du monde. Ce que fait Marie-Christine peut être rapproché de ce que fait Madame Flora, qui est la désenvoûteuse qu'a étudié Jeanne Favre-Sada dans le bocage normand, est assez proche de ce qu'ont étudié des ethnologues italiens qui ont travaillé dans les Pouilles. En fait, toutes ces personnes sont arrivées à mettre en place un dispositif sorcellaire qui assez curieusement se ressemble, alors qu'il n'y a bien entendu il n'y a jamais eu aucun échange entre les personnes qui pratiquent le désenvoûtement. Donc il y a véritablement quelque chose d'interpellant. Les mots changent, l'ordre des séances change, mais le dispositif, en fait, se ressemble les dispositifs mis en œuvre par les désenvoûteuses se ressemblent assez curieusement. J'en arrive à une partie de mon exposé où je dirais chouette, je peux continuer en vous parlant de l'itinéraire biographique de Marie-Christine et d'autres désenvoûteuses, mais je pense que mon exposé a déjà été très long, donc on pourrait aussi s'arrêter ici. Donc je ne sais pas ce que, je dirais, l'Assemblée pense. Donc soit je poursuis, j'en ai encore pour à mon avis au moins une demi-heure pour vous parler de l'itinéraire qu'ont suivi ces personnes, mais je pense avoir tout dit de la pratique, je dirais, des désenvoûteuses. Alors si certains d'entre vous en veulent plus, enfin s'il y a je dirais une demande générale pour en savoir un peu plus sur finalement qui sont ces femmes-là, je peux vous en parler, mais ça risque de nous amener relativement loin et peut-être de limiter le temps d'échange avec la salle. Donc peut-être que je laisse la parole aux organismes du Midi de la Santé, je ne sais pas qu'est-ce que je ferai. Questions-réponses ? Oui. Peut-être que je pourrais vous apporter des éléments biographiques de Marie-Christine dans les questions-réponses, mais il est aussi très intéressant, et donc je terminerai alors avec cela, il est aussi très intéressant de s'intéresser à tout le parcours des désenvoûteuses, parce que leur parcours, évidemment, n'est pas un parcours anodin. Ce ne sont jamais des personnes qui se sont improvisées désenvoûteuses. Ce sont des personnes qui sont passées par des sectes de sorcellerie, la Wicca, l'ordre du bouc noir, etc., et qui, généralement, ont également une profession liée à la santé. Marie-Christine était kiné à l'origine, et elle a découvert à un moment donné, et je terminerai avec ça, la dynamique mentale, qui pour elle est une pratique thérapeutique, mais qui consiste en rien d'autre que pratiquer de la kiné mentale. Et donc elle a, tout au long des 15 années de son parcours dans le monde occulte et des soins alternatifs,
elle a glané une série d'éléments avec lesquels elle a constitué ce dispositif sorcellaire. Mais l'itinéraire de Marie-Christine est très semblable à celui de Marie Delange, qui est une autre des envoûteuses que j'ai rencontrées. Enfin, en tous les cas, l'itinéraire de ces personnes présente de nombreuses similitudes, ce qui permet clairement de dire que ce ne sont jamais des personnes qui s'improvisent des envoûteuses. Parce qu'elles ont petit à petit appris comment utiliser, susciter, mais aussi canaliser les forces qu'elles suscitent dans le cadre de ces thérapies. Et tout ce que je vous ai présenté m'a amené, et je termine avec ça, m'a amené finalement à présenter le désenvoûtement, donc la sorcellerie contemporaine, comme quelque part une forme de thérapie conjugale, mais qui repose sur je dirais, des ressorts thérapeutiques qui n'ont évidemment rien à voir avec ce que la psychologie propose dans les thérapies conjugales ou familiales, etc. Voilà, je m'arrête ici, en étant conscient d'avoir été déjà très long, et en vous remerciant pour votre attention.